On a beau avoir percé les secrets de l'univers, des galaxies les plus lointaines jusqu'aux particules subatomiques, il reste un mystère immense, juste là, au cœur de notre être. Qu'est-ce que la conscience? Comment est-ce possible qu'un simple assemblage de matière, notre cerveau, puisse créer l'expérience de voir un coucher de soleil, de ressentir de la joie, ou même de se poser cette question? C'est précisément cette question qui a poussé une biologiste moléculaire, Sylvie Détiolaz, à remettre en cause les fondations mêmes de sa discipline. Alors, suivons son parcours fascinant, celui d'une scientifique qui a osé regarder là où la science conventionnelle, elle s'arrête. Son parcours n'a rien d'une ligne droite, loin de là. C'est une véritable quête personnelle et professionnelle qui l'a menée bien au-delà des certitudes d'un laboratoire. Ce qui frappe ici, c'est la rupture. Imaginez un peu le grand écart. Passer de la rigueur de la biologie moléculaire où tout est mesurable à l'écoute de témoignages sur ce qui se passerait après la mort. Elle a fait le choix de prendre au sérieux ce que la science laissait de côté, au point de fonder son propre institut, l'Institut suisse des sciences noétiques. Noétique, ça vient du grec nous, l'esprit, tout est dit. Alors, venons-en au cœur de ses recherches, ce phénomène aussi troublant que fascinant, qu'on appelle les expériences de mort imminente, ou EMI. D'ailleurs, le terme mort imminente est un peu réducteur. Parce que si ces expériences arrivent bien sûr lors d'arrêts cardiaques, on les retrouve aussi dans des comas, pendant des chocs émotionnels extrêmes, et parfois même sans aucune raison apparente, de manière complètement spontanée. Et c'est là que ça devient vraiment stupéfiant. Qu'il s'agisse d'un enfant à Tokyo, d'une grand-mère en Argentine, d'une personne athée ou très croyante, le récit de base, le squelette de l'expérience, reste incroyablement similaire, suivant ces 5 étapes. Comment est-ce possible ? Et le paradoxe, il ne s'arrête pas là. Les témoins parlent d'une hyperlucidité, d'une conscience plus claire, plus vive que jamais. Oubliez l'image d'un rêve confus ou d'une hallucination. Non, ce qui est décrit, c'est une expérience structurée, cohérente et qui change une vie pour toujours. Bien sûr, face à des récits pareils, le scepticisme est de mise. Alors, comment la science classique tente-t-elle d'expliquer ce phénomène? Et est-ce que ces explications tiennent vraiment la route face à la réalité vécue par les expérienceurs? D'un côté, on a l'explication classique. Le cerveau, en manque d'oxygène, se mettrait à halluciner, une sorte de dernier feu d'artifice avant de s'éteindre. De l'autre, on a ces témoignages d'une clarté déconcertante, qui surviennent alors même que le cerveau est censé être offline. Pour y voir plus clair, un cas en particulier est devenu une vraie pierre dans la chaussure des théories purement matérialistes. Il s'agit de l'histoire de Pam Reynolds. Son cas, qui a été rigoureusement documenté sur le plan médical, est devenu une pièce maîtresse du puzzle. Pourquoi ? Parce qu'il défie tout ce qu'on pense savoir. Retenez bien ceci, son électroencéphalogramme était plat. Plat. Cliniquement, son cerveau était totalement inactif. Et pourtant, à son réveil, elle a décrit des instruments chirurgicaux très spécifiques, elle a rapporté des bribes de conversation entre les médecins, des choses qui lui étaient physiquement impossibles de voir ou d'entendre. Ce cas, à lui seul, il pose une question vertigineuse. Et si la conscience n'avait pas besoin du cerveau pour exister ? Si la conscience n'est pas produite par le cerveau, alors quelle est sa nature ? Ces recherches nous obligent à envisager un renversement complet de notre modèle de la réalité. Le modèle scientifique standard, c'est le modèle matérialiste. Pour faire simple, le cerveau est une machine biologique incroyablement complexe et la conscience, c'est ce que cette machine produit. La matière crée l'esprit, point final. Mais cette question vient tout remettre en cause. Et si le cerveau n'était pas le producteur de la conscience, mais un simple récepteur ? Pensez à un poste de radio. Il ne crée pas la musique, n'est-ce pas ? Il capte des ondes qui sont déjà là, partout autour de nous, et il les traduit en son. Et si le cerveau faisait exactement la même chose, mais avec la conscience ? C'est ça l'hypothèse radicale qui émerge de ces recherches. Dans ce nouveau modèle, la conscience n'est plus une conséquence de l'évolution biologique. Elle est fondamentale, à la base de tout. Elle serait le tissu même de l'univers, préexistant à la matière. Comme le dit Sylvie Détiolaz, la matière pourrait n'être qu'une sorte de cristallisation de la conscience. C'est une idée qui donne le vertige, c'est sûr. Mais revenons un peu sur Terre. Au-delà de ces concepts philosophiques, quel est l'impact réel de ces expériences sur la vie des gens ? Au-delà de ces questions philosophiques, il y a l'impact bien concret de ces expériences sur celles et ceux qui les vivent. Et loin d'être une simple anecdote, le phénomène est en fait massif. 4%. Ça peut paraître peu comme ça, mais c'est la part estimée de la population mondiale qui aurait vécu une expérience de mort imminente. On ne parle pas d'un phénomène rare, on parle de centaines de millions de personnes.
Ces estimations, même si elles varient un peu, elles pointent toutes vers la même chose. On est très loin d'un phénomène marginal. Il y a probablement quelqu'un dans notre entourage qui a vécu ça, souvent dans le plus grand secret, par peur du jugement. Parce que l'après est souvent un véritable parcours du combattant. Imaginez revenir d'un voyage qui a redéfini votre vision de l'existence, pour vous retrouver dans un monde où personne ne vous croit, où on vous prend pour un fou. Cette solitude peut être immense, et le choc peut faire voler en éclats carrière, couple et toutes les certitudes d'une vie. Alors, au final, qu'on y adhère ou pas, le message de ces millions de témoignages à travers le monde est le même. Notre vision de la conscience, limitée à l'activité de notre cerveau, est au minimum incomplète, et peut-être même complètement à côté de la plaque. C'est vraiment la question fondamentale que pose toute cette exploration. Si l'on n'est pas juste son cerveau, si notre conscience est quelque chose de bien plus vaste, alors comment est-ce qu'on est censé vivre ? Notre rapport à la mort, le sens qu'on donne à nos vies, la façon dont on interagit les uns avec les autres, tout est à réexaminer sous un jour entièrement nouveau.